Bonjour Malik et bienvenue sur le podcast. Je suis très très content de t'avoir ici. Ça faisait très longtemps que je voulais avoir un expert, un pro en ce qui concerne la cybersécurité. Et là, on va parler de Polaris. Tu es le fondateur de Polaris, qui est une boîte d'audit en cybersécurité. Est-ce que je peux te demander de te présenter? Ok, merci beaucoup Guy pour l'invitation. C'est un plaisir d'échanger avec toi donc, sur les problématiques de cybersécurité. Pour me présenter, donc, je m'appelle Malik Fall, je suis d'origine sénégalaise et j'ai fait mes études en France, mes études supérieures en France après mon baccalauréat donc, au Sénégal. Je travaille donc dans le domaine de la cybersécurité. J'ai commencé d'abord à faire un 2 BINIAS, mathématiques, informatique, application aux sciences, qui m'a donné la possibilité de poursuivre dans quasiment tous les domaines scientifiques. J'avais opté donc de poursuivre en informatique pour des raisons réalistes. Donc voilà. Pour des raisons réalistes, qu'est-ce que tu veux dire par là? Que c'était la seule issue possible ou Parce qu'il y avait plus d'opportunités donc pour des raisons opportunistes, c'est le mot plus précis. D'accord. Voilà. Quand j'étais venu en France, j'étais venu pour effectivement faire des études de mathématiques et aller jusqu'au doctorat. C'était mes ambitions à la base. Et puis, donc la réalité m'a montré effectivement qu'il y avait beaucoup plus de monde en ce moment-là, donc en informatique. J'ai poursuivi donc en informatique, une licence puis une maîtrise avant de retrouver donc un master 2, donc qui m'a permis de réconcilier donc mon réalisme donc, de l'informatique et mon amour donc des mathématiques, donc la cryptologie, sécurité et codage de l'information, qui avait un master qui était à cheval entre les deux domaines, les deux disciplines, ce qui m'a permis effectivement de concilier donc les deux domaines. Et ça s'est trouvé effectivement que ce domaine, ce choix était un choix finalement très pertinent parce que dans le domaine de l'informatique, la sécurité informatique était une niche. Et voilà, donc c'était un choix donc, qui était finalement salutaire. Ce qui voilà, donc pour mon parcours par rapport à mes études, j'ai fait toutes mes études à l'Université de Grenoble. Je travaille donc dans ce domaine-là, comme j'ai commencé donc comme IT manager où j'avais une petite équipe donc de recherche et développement pour mettre en place une solution de sécurité que l'on proposait, déployer et commercialiser, donc les déployer chez les clients. On les administrait à distance. Donc au Sénégal, j'ai commencé pour mon premier poste. Et puis, quand je suis revenu en France, j'ai continué aussi dans ce domaine-là où j'ai participé donc à la conception de solutions de sécurité, à leur déploiement comme ingénieur système et sécurité réseau. Et puis, je suis arrivé sur Orange où j'ai fait une bonne partie de ma carrière. J'ai fait une dizaine d'années là-bas comme expert sécurité, puis RSSI, puis auditeur interne à la direction groupe, où j'ai été amené donc à auditer une bonne partie des filiales, donc beaucoup de filiales d'Orange, aussi bien en France qu'à l'étranger, ce qui m'a amené donc à auditer la Sonatel, ce qui m'a amené à auditer Orange Côte d'Ivoire, ce qui m'a amené à auditer Orange RDC, le Zaïre, et une filiale donc en Roumanie, en France, etc. Donc voilà, donc j'ai eu à faire quelques filiales que j'ai eu à auditer avant de passer pour mon dernier poste chez Orange Cyberdéfense comme consultant principal. Et j'ai quitté cette structure depuis 2017 pour me recentrer donc à ma société Polaris Secure Technologies qui a été créée depuis 2010 en parallèle de mes... Ah, ça veut dire en parallèle, Polaris existait déjà et tu... Voilà. Donc en France, il y a un statut qu'on appelle auto-entrepreneur ou micro-entreprise qui est compatible avec le statut salarié. Donc j'avais créé Polaris en 2010 en parallèle de mes activités chez Orange. Et il n'y avait pas cette problématique de concurrence, comme ils appellent ça en France. Oui, effectivement, oui. Bon, pour mes premiers postes, quand j'ai créé Polaris, il n'y avait pas de problème de concurrence parce que j'ai travaillé, quand je l'ai créé, j'étais à l'exploitation du réseau mobile. On ne proposait pas des services que je proposais donc dans Polaris, de l'audit du conseil et de la formation. Donc, il n'y avait aucun problème de concurrence. Le problème de concurrence s'est posé quand je devais arriver donc chez Orange Cyberdéfense, qui faisait plus ou moins les mêmes activités que moi. J'ai posé les choses sur la table, et puis en leur disant clairement
j'ai une activité qui roule depuis un certain moment en complément de revenus. C'est à vous de voir. Vous voulez que j'arrête donc cette activité, vous compensez donc le manque à gagner. Vous voulez que vous me laissez la possibilité de continuer, je continue cette activité. C'est une petite structure. Mais toi, ça te posait pas de problème? Pour toi, il n'y avait pas d'autres alternatives? Tu n'étais pas prêt à arrêter s'il n'y avait pas cette compensation, par exemple? Ben, s'il y avait pas, si c'était non et non, j'arrêtais, c'est clair. Si c'était je ne compense pas et tu continues pas cette activité, ben, j'arrête, c'est tout. Donc, Oui, du coup, qu'est-ce que tu arrêtes? Tu arrêtes l'activité ou alors tu démissionnes d'Orange et puis tu te mets à 100%? De toute façon, quand ils m'ont appelé, j'étais en train de partir de chez Orange parce qu'il y avait une autre structure qui m'avait avec qui donc j'étais en négociation très avancée, qui m'a même proposé donc fait une proposition salariale. Ah, donc la priorité de toutes les façons, c'était ton activité ou alors un truc qui compense ton activité. C'était clair dans ma tête. Je me disais que ce passage pourrait être intéressant aussi bien pour moi que pour eux. Mais clairement, de toute façon, je n'allais pas rester à vitam aeternam salarié. Quoi. Ça, c'était évident pour moi. Ouais, au moment de mon recrutement en 2008 chez Orange, la question m'a été posée en 5 ans en disant qu'est-ce que tu comptes faire, en disant c'est clair que je ne suis plus avec vous. Et c'est ce qui est arrivé. Ouais, mais toi, tu as l'air d'avoir toujours un petit peu les choses claires dans ta tête. Pour ce qui est de Polaris, tu dis ça fait depuis 2010. Comment est-ce que l'idée, est-ce que Polaris était juste un complément de revenus ou il y avait une autre idée beaucoup plus futuriste derrière qui était le fait que tu allais te déporter petit à petit vers l'Afrique? Peut-être déporter, c'est pas le bon mot. Que tu allais que tu allais te concentrer peut-être sur les entreprises du Sud. Des choses très vieilles. En fait, quand je passais mon entretien, je me souviens encore chez Orange en 2008. Donc, ma future responsable me posait la question effectivement de mes prochains, comment je vois donc ma carrière dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Je lui disais que dans 2 ans, je suis forcément encore avec vous. Je n'entre pas pour sortir tout de suite. Dans 5 ans, probablement aussi, mais dans 10 ans, c'est clair que mon ambition, effectivement, c'est de devenir un consultant international donc, dans mon domaine. Donc, c'était très clair dans ma tête. Polaris est venu donc concrétiser cette envie. Bon, la création à la base, il y avait cette partie de complément de revenus, mais il y avait le fait aussi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup naturellement, donc quand je suis arrivé sur Orange, on avait quand même beaucoup de jours de congé et de RTT. Et moi, bon, je considérais que c'était beaucoup pour moi, à titre personnel. Donc, j'ai essayé effectivement de rentabiliser une partie de ces congés-là. Soit je mets un compte épargne-temps que je pourrais utiliser plus tard pour la retraite et tout cela. La retraite est tellement si loin et je pense que... Donc, finalement, je me suis dit que c'est plus intéressant tout de suite de le rentabiliser et que de le monétiser tout de suite, cette affaire-là. Donc, et un ami, effectivement, m'a poussé à insister à créer donc, cette structure que je remercie très fortement. C'est quelqu'un qui a joué donc, un rôle important aussi dans... On peut citer son nom ou ouais, il s'appelle Gilles Chirou. Donc, c'est un collègue, c'est un ancien collègue, effectivement, chez Orange. Donc, qui, à un moment donné, a essayé de me piloter, de me challenger comme son propre fils, quoi. Donc, il m'a poussé à créer la structure, qui m'a poussé à faire d'autres actes aussi, donc, dans ma vie privée, qui ont été vraiment très salutaires, des choix qui m'ont aidé à prendre à un moment donné, qui ont été décisifs pour plus tard. À la limite, même pour la création de Polaris, il m'a harcelé. Donc, il est allé chercher une information du régime qui allait bien, de la facilité, et m'a poussé, m'a demandé tout le temps, donc, effectivement, où est-ce que j'en étais, etc. Bon, à un moment donné, oui, je me suis lancé. Et puis, vraiment, merci encore à lui pour cette détermination-là et cette J'espère qu'il va écouter le podcast, là, parce que c'est un vrai témoignage. Donc, c'est quand même, c'est un beau parcours, ça. Et en plus, nous sommes en 2019, ça veut dire, dans cette partie qui est en fait entrepreneuriat, ça fait déjà quand même 9 ans d'expérience, même si tu fais ça en parallèle. Et du coup, pour rebondir sur ça, comment est-ce possible? C'est vrai, tu as mentionné que tu es quelqu'un de base qui bosse beaucoup et tout, mais comment est-ce que c'est possible? Parce que je sais qu'en entreprise,
le taf, c'est pas juste que les 8 heures ou les 9 heures que tu fais sur place, même à la maison, l'entreprise, tu continues toujours de bosser en fait. Mais comment est-ce que c'est possible, euh, en plus de toute cette charge qui est déjà physique et émotionnelle, même j'ai envie de dire, comment est-ce que tu réussis à rajouter encore à ça une activité extra qui demande beaucoup d'énergie parce que là, tu es tout seul, c'est pas un truc que tu commences Polaris, tu es tout seul. C'est vrai, il t'aide un petit peu au départ par rapport peut-être au statut et tout, mais le boulot en lui-même, c'est toi qui le fais en fait. C'est vrai, absolument. Non, non, mais absolument. C'est clair que c'est pas, voilà, c'est un challenge. C'est aussi un investissement. Bon, après, tout le monde n'est pas constitué de la même façon. Moi, je me souviens que mes premières, quand je venais d'arriver chez Orange, lors de mes premières vacances, jusqu'à la veille de mon départ de vacances, à 19 heures, j'étais encore au bureau pour finaliser donc la transmission d'un projet, transférer donc le pilotage, la direction d'un projet que je venais de lancer. Et mon patron, mon responsable, m'a appelé au bureau pour me supplier de ne pas amener mon PC. Donc, parce qu'il sait, de toute façon, j'ai dit. Tu vas pas couper, tu seras en vacances, mais juste de façon officielle. Je suis en week-end dans mon lit avec mon laptop, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Pour ceux qui m'écoutent, évitez ça. Ça peut avoir des conséquences dans la vie privée en particulier. Donc, effectivement, je suis quelqu'un qui est très, très, très lié donc, avec mes outils de travail, qui me pourchassent, qui me poursuivent à peu près partout où je suis. De l'autre côté, effectivement, bon, avoir 20 jours de RTT, ça faisait beaucoup. Et quoi qu'il en soit, donc, soit je faisais l'option, cet argent, ce temps-là, cette énergie, cette force-là, de le mettre à mon profit à titre personnel, ou de continuer à le mettre intégralement donc, au profit de mon employeur. Voilà. Donc, j'ai préféré, à un moment donné, faire une petite dichotomie, malgré que je continue toujours à travailler pour mon entreprise, pour mon employeur, donc même quand je suis en vacances, même quand je suis chez moi, même quand je suis en week-end. Mais la majorité du reste de mon temps, donc je l'ai recentré pour mon activité, pour le développement de ma structure. Et puis après, quand je devais avoir effectivement une activité en parallèle, j'ai un séminaire à animer, j'ai un audit à faire, etc. Je pose mes congés, j'anticipe et puis ça permet de ne pas désorganiser mon activité salariale et de pouvoir faire mon activité avec Polaris en bonne, voilà, comme c'est demandé. Quoi. Voilà, bon, techniquement ou sur le papier, ça se tient en fait. Mais si on tient compte en fait, je sais pas, peut-être c'est privé, tu as probablement une famille, peut-être des enfants. Ben oui, je suis un père très investi aussi. Hein. Ça, mais comment est-ce que c'est possible? Comment tu fais? Comment tu fais? Disons que tu poses tes vacances et tout, mais ça, c'est pour régler un autre problème qui est avec Polaris. Et pour revenir après, continuer en entreprise, comment est-ce que tu gères en famille en fait? Tu te dédoubles ou je prends sur moi, c'est tout. Donc, effectivement, par moment, effectivement, on le sent, c'est lourd. Par moment, l'investissement est parfois très, très, très fort. Mais dans le rythme quotidien, c'est gérable. Hein? Donc, je suis un papa très investi, mais je mène systématiquement tous les matins mes enfants à l'école. Je m'occupe de chez moi, j'ai de l'aide, effectivement. Je cuisine, je fais tout ce qu'il faut comme un papa normal devrait faire. Quoi. Je prends des loisirs aussi avec mes enfants. Je les amène au sport quand ils doivent être au sport. Je vais aller faire du vélo avec eux quand le temps me le permet. Je pars en vacances aussi avec eux. Par contre, quand on part en vacances au Sénégal, ouais, là c'est chaud. Souvent, il y a d'autres activités qui s'en mêlent, quoi. Donc, on est en vacances, ils sont avec la famille. J'en profite aussi pour faire un peu de business en parallèle. Bon, parce que moi, les vacances, au bout d'une semaine, en général, il va falloir se bouger. Quoi. Donc, le corps n'en peut plus, quoi. On a besoin de réfléchir. C'est vraiment très, très intéressant et impressionnant, j'ai envie de dire. Là, on a parlé de ton parcours. J'aimerais vraiment qu'on creuse un petit peu plus sur Polaris, sur ton entreprise, puisque c'est ça qui représente, je dirais, presque 100% de ton temps actuellement, n'est-ce pas? Oui, absolument. Mais avant ça, je voudrais qu'on redéfinisse un petit peu les choses, je sais pas si vulgariser c'est un bon mot, mais qu'on utilise des termes qui pourraient être clairs pour la moyenne des personnes en fait. Donc, on va un petit peu contextualiser les choses. Tu imagines, là, tu es en train de parler avec ma grand-mère. Ma grand-mère ne sait rien de tout ce qui est informatique et tout. Et il y a cette question-là.
qui pour toi semble trivial, mais qui pour la plupart des gens reste flou. C'est quoi la cybersécurité et quelle est son importance dans le monde qui se veut de plus en plus digital aujourd'hui? Ok, ok. Bon, c'est un challenge assez difficile. Bon, je vais définir les termes, de le vulgariser donc, pour que ce soit assez accessible à tout le monde. Bon, j'ai eu aussi, ça m'aide bien, ça m'a beaucoup aidé donc, dans mon parcours à travailler avec des personnes qui ne sont pas du domaine et qui voulaient toujours comprendre ce que je fais. Donc, j'ai eu à beaucoup vulgariser. Ça, voilà. Et puis, Donc, l'exercice n'est pas nouveau, donc c'est une bonne chose. voilà. Je suis aussi formateur, donc voilà, tout ça. Bon, pour parler de la cybersécurité, bon, on va parler plutôt de la cyberdéfense et à travers la cyberdéfense, on définira ce que c'est que la cybersécurité. Donc, la cyberdéfense ou la sécurité de façon générale, on va définir la sécurité, parler de la cyberdéfense et puis en dernière partie, parler de la cybersécurité de façon globale. Donc, la cybersécurité, la sécurité de façon générale, donc c'est la protection de ce qu'on appelle la disponibilité, la confidentialité, l'intégrité et la traçabilité. Donc, la sécurité de l'information nous amène à mettre les actions nécessaires, organisationnelles et techniques nécessaires pour protéger l'information en ce qui concerne sa disponibilité, faire de sorte que l'information soit disponible à chacun, pour chacun. Toute personne qui est autorisée à aller vers cette information-là, qu'il puisse accéder donc à cette information en rendant disponible le réseau, en rendant disponible le serveur qui porte l'information, en rendant disponible, en mettant à disposition donc les clés de déchiffrement qui permettent d'accéder donc à l'information en clair pour qu'elle soit exploitable. Donc la disponibilité. La confidentialité, faire de sorte que seulement les personnes, les entités, les actifs qui sont autorisés à accéder à cette information, que seulement ces gens-là puissent y accéder. Donc, n'importe qui ne puisse pas accéder à l'information s'il n'a pas les autorisations nécessaires pour le faire. Yes. Et la confidentialité, l'intégrité plutôt, l'intégrité, c'est de faire de sorte que l'information ne soit pas altérée. Donc, l'information... Pardon, que l'information, tu peux revenir en quoi l'intégrité ne soit pas altérée. C'est-à-dire modifiée, c'est-à-dire... Voilà. Donc, qu'on n'ait pas plus et qu'on n'ait pas moins. Quand j'envoie donc un fichier je donne un fichier à Guy qu'il doit envoyer à sa femme, il faudrait que ce fichier-là, qu'il n'y en ait pas plus, qu'il n'y en ait pas moins. Qu'il soit reporté à l'intégrale, quoi. Voilà, qu'il ne coupe pas donc une partie de l'information pour le lui envoyer ou qu'il n'ajoute pas une partie de l'information qui n'en faisait pas partie pour le lui envoyer. Donc, il faudrait que l'information reste entière. Donc, c'est ça donc le quatrième critère qu'on ajoute assez souvent aussi, c'est cette notion donc de traçabilité, qu'on puisse savoir qui a accédé à quel moment donc à cette information, qu'on puisse imputer une responsabilité à quelqu'un qui aurait accédé, aurait fait une action sur cette information. Donc voilà les 4 critères que la sécurité de l'information vient pour essayer de protéger, pour essayer de travailler, de travailler donc à la protection de ces 4 critères. OK? Là, c'est un peu clair. La cyberdéfense, c'est l'ensemble effectivement des moyens techniques et organisationnels qui permet à une entreprise, à un État, à une personne de mettre ses dispositions techniques et organisationnelles pour se protéger contre donc, une attaque qui proviendrait donc de l'extérieur de son entreprise, de son État, etc. Ou à l'intérieur aussi, parce que souvent on pense régulièrement que l'enfer, c'est toujours les autres. Donc, les attaques ne proviennent que de l'extérieur, alors que les statistiques montrent bien le contraire. Les attaques proviennent souvent donc à l'intérieur des entreprises ou sont en complicité avec les personnes à l'entreprise. D'un infiltré, peut-être. Ouais. Oui. Donc, voilà, c'est ça la cyberdéfense. Maintenant, la cybersécurité, c'est l'ensemble de ces concepts-là que l'on mélange avec des outils, des principes, des méthodologies organisationnelles, un système de management, tous ces aspects-là qu'on appelle la cybersécurité, donc la partie technique, la partie organisationnelle, la partie managériale, donc le management donc des systèmes de management de la sécurité système d'information. Voilà une définition, j'espère, qui soit audible. Donc ouais, là, on a touché tous les aspects et on a découpé tout cela, on a défini et puis je pense que pour la moyenne des personnes, c'est déjà pas mal.
Et bien sûr, on peut continuer le débat dans les commentaires. Je suis sûr que Malik se fera le plaisir de répondre aux interrogations. Et en plus, ça, on va en parler dans la suite de l'émission. Il y a Polaris, ce n'est pas que du consulting, de l'audit. Il y a la partie formation. On va en parler plus tard pour ceux qui seraient intéressés. Parce que l'idée aussi, ce podcast, c'est de motiver aussi les gens à ma petite échelle vers ces nouveaux, non pas nouveaux métiers, mais qui sont pas assez mainstream chez nous en fait, tu vois. Donc c'est l'idée d'inciter, de pousser les gens à aller aussi voir par là-bas et ne pas toujours rester dans le cadre bosser pour l'administration et tout. Il y a plein de petits beaux métiers où il y a une grosse demande, comme tu l'as spécifié au début de l'émission. Donc on va revenir un petit peu sur la partie à qui est-ce que ça s'adresse en fait quand on parle cybersécurité? Tu as déjà cité, c'est vrai, des personnes privées, des entreprises, notamment aussi des pays. À quel moment est-ce que une entité quelconque vient vers toi, l'expert, pour te dire j'ai besoin de sécuriser mon système d'information? J'espère avoir bien compris ta question. Hein. Donc, bon, la sécurité ne doit pas être une affaire d'une personne, d'une société seulement ou d'une équipe dans une société. Ça doit être l'affaire de tous. Chacun à son échelle doit avoir donc des actions, doit avoir donc une sensibilité, une fibre sensible donc par rapport à la cybersécurité. Parce que quand on fait le nécessaire, donc quand vous avez les plus grands experts chez vous, qui travaillent en autarcie de façon complètement fermée et qui ne sensibilisent pas les différents acteurs, donc les autres acteurs de la cybersécurité, bien, on se retrouvera effectivement cette personne qui sera donc le maillon faible, qui sera exploité soit par de l'ingénierie sociale, soit par des techniques d'attaque qui exploiteraient donc la faille humaine pour pouvoir accéder à votre système d'information. Donc la sécurité doit être l'affaire de tous en entreprise. Même au sein des gouvernements, au sein des États, il faudrait effectivement que la même dynamique soit aussi faite. Donc, de la sensibilisation, faire des choses effectivement qui permettraient donc aux citoyens d'avoir le b.a.-ba, donc qui lui permet de savoir qu'il faut faire les choses de telle façon ou de l'autre façon. Bon, ça me rappelle effectivement une mission que j'ai eu à mener donc en Afrique où régulièrement, donc sur un périmètre mobile banking, je ne vais pas le citer, donc effectivement où il y avait dans un pays où il y avait beaucoup d'attaques qui passaient par l'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale, c'est des attaques qui exploitent la crédulité de la personne. J'appelle une personne en lui disant que tu as gagné telle somme à travers tel produit donc de tel opérateur. Il va falloir que tu entres tel code sur ton système pour pouvoir, et puis me donner le numéro qui s'affiche pour que je puisse vous faire le transfert de cet argent-là. Mais si la personne n'est pas sensibilisée donc à l'ingénierie sociale, il est peut-être tenté directement, effectivement, à avoir le gain qui est derrière quand on dit qu'il y a 5 millions de francs CFA. Et là, c'est une faille humaine, en fait. Ça, c'est pas. Donc, si effectivement la personne n'est pas sensibilisée, il est tenté plutôt de faire les manipulations et de donner ce code-là. Malheureusement, c'est le code qui permettra à la fin à l'utilisateur de pouvoir accéder à son compte et de bider au hacker qui est en face. Donc, quand on veut remédier donc à ce type d'attaque, il faudrait sensibiliser l'ensemble des citoyens qui utilisent ce service. La sensibilisation peut être à travers, par exemple, des SMS qu'on peut leur envoyer de temps en temps pour leur rappeler les grands principes. Ne donnez jamais votre code qui protège votre compte mobile banking, etc., des choses de ce genre. Ou alors, tout simplement, faire des spots publicitaires, passer à la télé, passer à la radio pour que les citoyens aient cette fibre-là. Donc, la sécurité, c'est l'affaire de tous. Donc, aussi bien des experts, des responsables, mais aussi de l'ensemble des salariés ou des citoyens au niveau donc, des pays, à l'échelle des pays. D'accord. Ben, là, pour finir sur ce point, j'aimerais un petit peu toucher la partie un petit peu sensible ou polémique de la cybersécurité. Est-ce qu'on peut dire que la cybersécurité aujourd'hui, c'est juste un problème de moyens? Je m'explique. Si je prends par exemple le cas de la NSA qui aux États-Unis, dont le budget dépasse largement, dans une interview, je t'ai entendu parler, ça dépasse largement, c'est 6 fois le budget du Sénégal, juste la NSA, hein, pas toute l'Amérique. Si, par exemple,
ils auraient un intérêt à influer, par exemple, sur une décision économique, géopolitique, je ne sais pas trop, de stratégie, euh, ils vont pas trop, ils vont pas s'emmerder à aller fouiner dans des pays peut-être qui ont moins de budget, comme des pays d'Amérique du Sud ou d'Asie du Sud ou chez nous en Afrique, par exemple. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est et là, si je prends même le cas par exemple de Merkel qui s'est fait écouter il y a peu par les Américains, Shutdown ou les histoires aussi des écoutes de l'implication de la Russie dans les présidentielles aux États-Unis. Est-ce que à un niveau, à un level, il s'agit en fait de moyens. Plus tu as les moyens de te protéger contre à l'autre balance, tu as les moyens aussi d'attaquer l'autre parce que tu pèses plus en fait. Oui, bon, le facteur financier, moyen financier est important, mais le facteur aussi moyen humain est aussi important. Si on a les moyens financiers et qu'on n'a pas les compétences, on ne pourra pas faire. Mais si on a les moyens financiers, forcément on peut avoir la compétence ou c'est pas corrélé. On peut acheter la compétence, Ouais. effectivement. Ça, on peut acheter les compétences, on peut former des bonnes compétences pour pouvoir les avoir. Mais pour se défendre, effectivement, c'est une combinaison de tout cela. Donc, la sécurité n'est pas juste une question de moyens financiers. Donc, il faudrait que l'organisation soit au point. Il faudrait aussi que les outils soient au point. Il faudrait que la stratégie soit claire. Il faudrait que le déploiement de ces outils-là soit maîtrisé. Il faudrait que les procédures, les processus, les politiques soient clairement définis et que les personnes soient complètement sensibilisées. Il y a beaucoup d'aspects qui entrent en jeu. Il y a des aspects qui demandent des moyens financiers. Quand on veut acquérir des outils qui sont super puissants, effectivement, il va falloir avoir les moyens financiers pour pouvoir les déployer. Je pense par exemple à des outils qui permettent par exemple de faire de la protection de perte de données, donc les DLP, qui coûtaient extrêmement cher, des outils qui jusqu'à maintenant aussi coûtaient cher, c'était des outils de SOC, donc de SIM, donc qui permettent effectivement de faire de la supervision de sécurité, qui permettent de corréler, de prendre l'ensemble des logs, des traces qui sont faites par l'ensemble des équipements, l'ensemble des firewalls, des proxys, tout cela, et essayer d'en tirer quelque chose qui soit compréhensible et exploitable. Donc, ces outils-là, c'est des outils en général qui coûtent souvent assez cher pour beaucoup de petites entreprises qui n'ont pas les moyens forcément de se les procurer. Il y a cette dimension moyen financier, ça c'est évident. Malik, tu vas m'excuser de couper un petit peu. Au niveau montage, plus tard, ça risque d'être chaud. Je ne sais pas si tu peux arrêter de. Peut-être tu bouges, il y a un truc, tu dois bouger sur la table, ça y est, un bruit de fond qui ressort. Je n'ai pas entendu. Il y a un bruit de fond qui ressort, qu'on écoute là, je ne sais pas si tu peux. C'est le ventilateur à côté, il fait extrêmement chaud là. Ah, ok, c'est le ventilateur. Ok, ouais, là, ça va mieux. Désolé, franchement, désolé. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. On va laisser ça, on ne va pas couper. Non, j'ai ouvert un peu pour. Ok, top. Donc, tu disais tout à l'heure? Oui, donc le moyen financier, donc je disais, est important, mais aussi il y a bon, effectivement les moyens humains, il y a les outils qui vont bien, il y a l'organisation qui va bien, la stratégie qui va bien. Tout cela aussi doit être en phase, donc effectivement, avec nos objectifs de sécurité. Donc, effectivement, plus on a les moyens, effectivement, financiers, les moyens matériels pour pouvoir se défendre, pour pouvoir éventuellement aussi mener des attaques, des contre-attaques éventuellement, ça, c'est un argument qui peut tenir. Effectivement, plus on a des moyens, plus on peut faire. Effectivement, quand on parle de la NSA ou d'autres organismes, effectivement, qui œuvrent dans le domaine de la cybersécurité ou de la cybercriminalité, on ne sait pas. Donc, il va falloir se positionner qui est qui et qui fait quoi. Mais nous, à notre petit niveau, qu'est-ce qu'un petit pays comme, je sais pas, le Cameroun ou le Sénégal, comment est-ce que c'est on peut carrément, c'est impossible, il n'y a pas match en fait. Mais quelles sont les actions de base qu'on peut commencer à mettre en place pour ne serait-ce que déjà soupçonner même que, je sais pas. Les actions de base, effectivement, il y a ce qu'on appelle le socle minimum qu'on doit avoir pour se protéger contre de petits attaquants qui sont sur Internet, qui viennent essayer de récupérer des informations chez nous pour les revendre, ou des choses de ce genre, craquer des mots de passe qui leur permettraient d'accéder donc au système d'information, etc., etc. Ça, n'importe quelle entreprise respectable au Sénégal, surtout les grandes entreprises, devrait se doter des moyens de cette nature-là. Maintenant, pour faire face donc à des États, des super États donc, qui ont énormément de moyens et énormément de moyens techniques, physiques, personnels, financiers,
qu'ils mettent donc pour la cybersécurité, pour se protéger contre ces attaques-là. Dans nos tout petits États-là, c'est très difficile, exactement. Donc, d'où l'intérêt, effectivement, de penser globalement et d'agir globalement et d'éviter donc de continuer dans la balkanisation, ce qu'on a appelé donc dans le temps, donc après la colonisation, la balkanisation, voilà, découper les États, faire des micro-États un peu partout en Afrique. Chacun se montrera fièrement donc que ces frontières sont là, sont bien gardées, etc. Mais mutualiser les forces. Même aujourd'hui en Europe, c'est aujourd'hui la stratégie. Hein, donc, la stratégie de défense n'est pas qu'une une stratégie donc nationale, c'est une stratégie qui est globale. Aujourd'hui, la réponse face aux craintes que beaucoup de pays, notamment les États-Unis, ont sur les équipements du 5G donc de Huawei. Ouais, ça c'est une grosse polémique. Mais je dis, cette polémique-là, aujourd'hui, l'Europe essaie de répondre de façon globale et ne pas chaque pays prenne une position. Donc, c'est ce qui devrait être aussi le cas en Afrique, etc. Donc, mais si on est encore plus petit, on est encore moins fort et on est encore plus divisé pour pouvoir se défendre, c'est complètement difficile, quoi. C'est un peu illusoire. Donc, on peut se protéger contre les attaques opportunistes, ce qu'on appelle les attaques opportunistes, parce que ça, on devrait se doter donc des moyens qui permettent de protéger nos entreprises, nos États, donc sur ces aspects-là. Mais par contre, s'il faut aller encore plus sur une échelle un peu plus grande, notamment vers une protection contre les attaques qui proviendraient donc d'autres États, c'est un peu plus compliqué pour nous, quoi. Pour l'Afrique. Il reste juste l'alternative de s'unir et de créer une sorte de coalition, entre guillemets, pour peser un petit peu plus lourd que ces nations qui sont déjà 10 fois, 15 fois plus gros que nous, quoi. Oui, signer des accords comme quoi, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu appelles par accord, finalement? Non, je veux dire, en fait, le pays en lui, tout seul, soit le Sénégal, soit tout autre pays africain, oui. Tout seul, ça, c'est rien, c'est pas représentatif, c'est même pas représentatif d'une rue, en fait, par rapport à ces mastodontes. Mais s'il y a une politique, comme tu disais précédemment, par exemple européenne, c'est un petit peu plus compliqué, en fait. C'est pas que c'est complètement sécure à 100%, mais au moins, ça pèse un petit peu. Quand ça frappe sur la table, ça sonne beaucoup plus fort que si le pays devait faire déployer tout cela tout seul, quoi. Et pourtant, on a l'équivalent en Afrique, hein, mais malheureusement, ce n'est pas les mêmes préoccupations, les mêmes ambitions. L'Union africaine existe. L'Union africaine aussi devrait se doter des moyens de pouvoir protéger l'ensemble des pays de cette union. Donc, mais bon, malheureusement, pour l'instant, quand j'entends effectivement que cet organisme que je viens de citer, il y a un pays donc de l'Orient donc qui lui a offert donc un siège qui a été truffé donc de caméras de trucs pour les espionner. Je me dis c'est malheureux, quoi. Donc si au niveau à l'échelle du continent on ne peut pas se doter soi-même donc d'un siège, nous construire et faire le nécessaire pour sécuriser donc l'environnement dans lequel nos décideurs vont se réunir pour pouvoir faire le travail convenablement, il va falloir qu'on attende une aide donc d'une puissance étrangère pour venir construire à notre place et puis derrière faire, voilà, ce fut un scandale, faire truffer donc le siège d'écouteurs voilà, qui permet d'espionner. Donc c'est malheureux. S'ils sont à ce niveau-là, ça veut dire que c'est pas prêt, ils sont pas prêts aujourd'hui à pouvoir défendre défendre quelques pays que ce soit, donc malheureusement. Mais heureusement, il y a déjà des actions qui se mettent en place. C'est le cas de Polaris. Je voudrais qu'on en parle un petit peu. Polaris, c'est quoi que Polaris fait quoi aujourd'hui comme action concrète au niveau des entreprises ou je pense que tu as déjà eu des contrats aussi avec des entités gouvernementales, si je ne me trompe pas. Oui, bon, Polaris à sa faible échelle, hein, donc une petite structure. Donc nous sommes présents donc en France, à Lyon, plus précisément, et à Dakar. Donc on a créé donc cette entité à Dakar. Dakar qui est la capitale du Sénégal pour ceux qui ne connaissent pas. Donc pour couvrir nos activités donc sur toute l'Afrique, bon, ça facilite effectivement donc cet aspect commercial, etc. Donc nous avons trois types d'activités. Donc, on a de l'audit, donc du conseil
et de la formation. Donc, les 3 volets sur lesquels donc, on travaille, on essaie d'apporter notre expertise. Et sur ces 3 volets-là, on essaie de balayer assez large. Bon, nous ne connaissons que ça, hein, donc on ne va pas se diversifier, essayer de chercher, de faire autre chose parce que nous connaissons, nous essayons de faire L'expertise, en fait, est centrée sur ces 3 points. On se recentre donc effectivement sur notre expertise, ce que nous maîtrisons. Donc, c'est ça. Donc, sur cette partie-là, donc, on va faire de la partie des couches les plus techniques basses jusqu'aux couches les plus hautes, donc le management des risques et le management des systèmes d'information. Aussi bien sur la partie formation. Donc, nous faisons des stages pratiques pour des personnes, des opérationnels, des ingénieurs, des techniciens de terrain, donc qui souhaitent. Il n'y a pas un truc level étudiant, c'est des gens qui sont déjà en entreprise et qui font des sortes de... Si. Là, par exemple, je suis en train d'intervenir dans une des plus grandes écoles donc de Paris, qui s'appelle Télécom Paris, Tech. Donc, où j'interviens. Il m'arrive d'intervenir dans des universités, il m'arrive d'intervenir dans des écoles d'ingénieurs. J'ai eu à intervenir à l'Université Mundiapolis de Casa. Là, actuellement, je suis en train d'intervenir donc, à Télécom Paris, Paris Tech, donc, pour former donc, des étudiants. Ça, c'est une partie de mon activité qui ne représente pas un gros pourcentage, mais je le fais. Parce qu'il va falloir parfois aller chercher aussi les compétences et les expertises un peu plus tôt. Voilà, donc je fais des stages pratiques donc, qui s'adressent aussi bien donc, effectivement ce même type de formation. Je peux le faire dans les écoles ou les universités, mais je le fais aussi pour des entreprises, pour des gens qui travaillent donc, dans le domaine des systèmes, des réseaux, etc. et qui souhaitent avoir une compétence renforcée donc, sur la partie sécurité. Des cours comme sécurité système ou alors des cours de sécurité des applications web, architecture PKI mise en œuvre, où on met en place donc, une partie, il y a une partie technique, une partie de mise en œuvre donc, lors de ces formations-là. Je le fais aussi sur des séminaires qui s'adressent plutôt à des décideurs, à des personnes qui ne veulent pas aller... Pour revenir rapidement, avant que tu ne partes sur la partie séminaire, les formations ne sont qu'en présentiel ou il y a une partie online de ces formations-là? Pour l'instant, je n'ai jamais eu à faire donc, des formations online. Hein, donc, c'est du présentiel essentiellement. Essentiellement, ok. Donc, tu parlais des séminaires tout à l'heure? Oui, donc les séminaires, c'est aussi d'autres types de formations donc, qui s'adressent plutôt à des décideurs. Donc, qui ne souhaitent pas aller mettre les mains dans le cambouis, essayer de simuler des attaques ou des choses de ce genre. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir un état de l'art. Un état de l'art de sécurité, d'une technologie ou d'une norme. Donc, des séminaires comme le cours de synthèse sécurité des réseaux, cours de synthèse que je fais, donc qui s'adressent à des DSI, qui s'adressent à des RSSI, qui s'adressent à des personnes qui ne sont pas forcément des opérationnels. Il y a aussi le volet cours de certification, donc pour les gens qui souhaitent effectivement être certifiés, donc ISO 27001, lead auditeur, lead implémenteur, ou risk manager ISO 27005, ou alors CICC. Ça veut dire avec le cachet Polaris, ils peuvent aller n'importe où avec ça et puis ils sont théoriquement opérationnels, c'est ça? Ça se passe pas comme ça. Une certification, en fait, Polaris se charge de préparer ses stagiaires. Ces stagiaires donc, vont passer donc, un examen avec un organisme complètement indépendant. J'ai un organisme partenaire qui m'accompagne dans ce sens, qui va venir donner un examen. Donc, et les gens qui réussiront, donc, il leur donnera ce certificat. Ok, tu es une sorte de passerelle. Tu es un petit peu comme une prépa, en fait, pour les étudiants, par exemple, qui préparent des concours comme HEC et tout. Et puis, tu leur mets, en fait, dans les conditions qui vont leur permettre de passer les examens de ces organismes qui sont déjà certifiés et qui leur donneront le cachet pour aller ailleurs. Ok. Voilà, pour le valoriser effectivement en entreprise, pour prendre plus de responsabilités ou pour être recruté plus tard pour les étudiants. Là, ce que je suis en train de préparer à Paris Tech, c'est exactement ça. Donc, les étudiants qui souhaitent passer des certifications ISO 27001, lead auditeur, je les accompagne dans ce sens-là. Donc, ça, c'est le volet formation. Après, il y a le volet audit, pareil. Donc, audit, je fais des audits techniques, du pentest jusqu'aux audits de certification. Régulièrement, je suis mandaté par les organismes de certification pour aller auditer donc leur entreprise, pour aller auditer donc des entreprises pour les certifier ISO 27001. Donc, donc je balaye assez large. Donc, je fais de l'audit interne externalisé, donc
des entreprises qui souhaitent faire leur audit interne et qui n'ont pas les ressources en interne ou qui n'ont pas assez de ressources pour pouvoir s'occuper de ça. Donc, ils peuvent externaliser cet audit interne. Moi, je le fais assez régulièrement pour un certain nombre d'entreprises. Et pareil, donc, sur la partie conseil. Donc, pour ceux qui souhaitent avoir du conseil technologique, le choix de solutions, le choix d'architecture, designer les architectures, des choses de ce genre, avoir donc du conseil et l'accompagnement. Je peux les accompagner dans ce sens jusqu'à ceux qui souhaitent mettre en place des systèmes de management de la sécurité, la gestion des risques et tous ces aspects-là. Donc, je peux les accompagner dans cette dynamique-là. Donc, voilà un peu l'ensemble de nos activités. C'est quoi la procédure en fait pour ces entités qui souhaiteraient allouer les services de Polaris? Je parle bien des étudiants comme des ingénieurs qui voudraient faire des MOOC ou alors des chefs, des décideurs qui voudraient participer à ces séminaires ou allouer les services d'audit. C'est quoi le process? Le process, bon, c'est très simple. Hein. Bon, cette année, j'ai mis en place un catalogue de formation, l'ensemble des séminaires que que nous souhaitons donc mettre en place. Donc, nous souhaitons donc dérouler donc en France ou à l'étranger, en Afrique. Et les gens qui sont intéressés, ouais, je fais quand même beaucoup de communication. Je suis accompagné par CIOMAG, un des journaux donc très orientés à Ouais, très. Je vais l'avoir bientôt. Bon, pas sur mon podcast, puisqu'il y a le podcast de 10 000 codeurs qui va être lancé le 4 septembre. Et il fait partie justement du board de 10 000 codeurs et on aura une interview ensemble sur ce podcast dédié là, en fait, pour parler un petit peu de ces. Probablement, il y a Polaris, le sujet de Polaris qui va ressortir parce que ça fait partie des sujets sensibles, en fait. Très bien. Très bien. Donc, effectivement, donc, il m'accompagne donc, pour faire cette publicité-là. Je suis assez aussi dynamique. J'essaie d'être assez dynamique sur LinkedIn pour pouvoir échanger, pour pouvoir informer donc, en tout cas mes contacts et les personnes qui me suivent, les informer de nos différentes activités. Bon, après, les gens qui sont intéressés, il suffit juste d'envoyer un mail. Donc, ce sera traité donc, par moi-même ou par un des commerciaux donc, qui donnera donc les procédures. Donc, pour les séminaires, donc, il suffit de choisir la date qui nous convient, le pays qui nous convient, la session qui nous convient, la date, le lieu, si ça vous convient. Et puis, on vous fait donc l'offre qui va bien donc, pour que vous puissiez vous inscrire. Pour les écoles, si c'est un parcours donc, dans les écoles ou les universités, ben, c'est en général effectivement les responsables de ces écoles qui me contactent pour me demander, donc effectivement, ils souhaiteraient donc un cours sur tel domaine. C'est dans le cursus normal, on le fait dans le cursus normal. Ou c'est en annexe, on le fait effectivement en sorte de cours du soir, des choses de ce genre, pour que les gens qui sont intéressés, donc pour les étudiants qui sont intéressés et qui ne peuvent pas le prendre en cursus normal parce que c'est trop plein, parce que ceci, parce que cela, donc puissent assister à ces cours de certification, des cours simplement des séminaires ou des stages pratiques. Voilà, les procédures sur la partie formation, c'est comme ça que ça se passe. Pour les parties conseil et audit, généralement aussi, donc les sociétés qui ont ce type de besoins, généralement pour le benchmark sur Internet, ils ont à travers ce qu'on appelle le bouche à oreille ou le réseau, tout simplement pour contacter quelqu'un qu'ils pensent être en mesure. Donc c'est souvent le client qui vient vers nous. Je démarche aussi un certain nombre de clients sur la partie conseil, plus particulièrement parce que l'audit, en général, le besoin est là et on vient répondre. Le conseil, on peut susciter le besoin en général à travers soit lors d'une formation, à travers lors d'une mission d'audit. Donc, derrière, regarder effectivement les possibilités, les aspects sur lesquels les sociétés auraient souhaité être accompagnées. Et en ce moment-là, on essaie d'en parler avec les bonnes personnes. Mais après, derrière, de toute façon, pour contacter Polaris, c'est simple, contact @polaris-st.com ou alors donc aller sur le site polaris-st comme securetechnologie.com. Ça permet effectivement d'avoir tous les contacts, les mails, les numéros de téléphone pour pouvoir nous contacter, pour être accompagné s'il y a besoin. Bien entendu, on va mettre toutes ces informations dans la description de l'épisode, l'adresse et le site internet. Aujourd'hui, avec tout ça, j'imagine, ça fait quand même beaucoup. Il doit y avoir une grosse équipe autour qui gère. C'est combien de personnes aujourd'hui, Polaris? Même pas. Il y en a même pas une équipe. Donc, c'est beaucoup de travail, effectivement. Donc, j'ai une personne. Non, mais Malik, c'est pas possible. Tu peux pas faire tout ça seul. Et pourquoi pas? J'ai le don de l'ubiquité. Hein? Non, mais
Non, non, la communication, les cours, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Effectivement, je ne suis pas seul, mais ce n'est pas une grosse équipe, c'est ça que je veux dire. Donc, j'ai quelqu'un qui m'accompagne essentiellement donc, en France. Généralement, c'est pour me relire quand je fais des réponses à des appels d'offres sur les choses sur lesquelles il peut travailler. Il va travailler donc, sur ces parties-là. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est salarié en interne, mais c'est un prestataire avec qui je travaille assez régulièrement donc, sur ces aspects-là, qui m'accompagne. Donc, et quand je fais, puisque souvent quand je travaille vite, souvent, et j'ai pas forcément le temps de me relire, il me relie donc sur ces aspects-là. Bon, en Afrique, j'ai deux personnes, une personne donc qui s'occupe d'une sorte de business développeur, donc qui participe donc à la commercialisation de nos offres et tout cela, parce qu'il faut avoir quelqu'un sur place qui travaille, donc quelqu'un à Dakar et quelqu'un en Guinée, effectivement, qui participe donc fortement. C'est quelle Guinée? Guinée-Bissau, quand on dit Guinée seulement, c'est Guinée. Conakry? Ah ouais, ok, je me perds toujours. C'est qu'à l'école, on nous disait, on a toujours appris pour se retrouver à citer à chaque fois les capitales, Bissau, Conakry ou Guinée. Ouais. Et puis, il y a aussi, bon, effectivement, un réseau de partenaires avec qui je travaille, que je rémunère, donc, quand ils commercialisent donc, mes séminaires, quand ils me rapportent, comme des rapporteurs d'affaires, quoi. Donc, j'essaie de travailler plutôt sous ce format-là. Ben, là, j'envisage d'étoffer effectivement donc l'équipe de Dakar et avoir effectivement donc, plus de personnel en interne qui permettront de prendre un peu plus sérieusement, un peu plus assurer donc une vraie montée en puissance donc, de Polaris. Ça veut dire qu'il y a un objectif de grossir un petit peu plus que ça, quoi. Oui, absolument, parce que c'est vrai qu'effectivement c'est bien de faire beaucoup quasiment seul ou très peu accompagné, mais à un moment donné, effectivement, le sens. Mais aujourd'hui, tu vis que ça, on va pas forcément entrer dans les détails des chiffres. Tu n'as plus forcément besoin d'aller en entreprise bosser aujourd'hui. Je veux dire, tu n'as plus besoin d'être employé aujourd'hui, techniquement. Non. Ce n'est plus d'actualité, ça. Ça, c'est derrière moi, quoi. Donc, effectivement, c'est mon activité qui me permet de vivre. Hein. Il y a aucun souci sur ce plan. Donc, c'est un domaine qui est très demandé. Il n'y a pas forcément besoin d'être en entreprise pour s'épanouir dans ce sens-là. Ah, top. Malik, on a vu que tu fais vraiment beaucoup de choses et puis on se demande bien, tu as déjà commencé à donner une partie, mais est-ce que tu peux nous donner encore les petits secrets que tu as comme ça pour mieux bosser, des supports dans la semaine? Tu as des outils spécifiques comme ça, des applications Evernote que tu utilises pour être plus productif, pour être plus... Donc, c'est à travers quand je fais effectivement des audits que j'ai besoin, effectivement, des audits plutôt techniques, que j'ai besoin effectivement d'outils qui me permettent de faire les tests, des choses de ce genre. Mais pour le travail au quotidien, il n'y a pas d'outils particulièrement. Bon, c'est essentiellement de l'énergie et du temps. Hein. J'ai beaucoup d'énergie et j'essaie de le déployer le maximum possible pour la réussite de cette activité. C'est plutôt ça. Il faut beaucoup travailler, c'est tout. Comme le disait l'ancien président du Sénégal. Grosse dédicace. Je travaille beaucoup. Ben, dis-moi, bon, ça fait presque 1 heure qu'on est là, mais bon, on arrive sur la fin. Quel conseil tu pourrais donner au petit Malik de 20 ans? Tu reviens en arrière, tu vois le petit Malik de 20 ans là qui n'hésitait pas, qui savait plus ou moins par opportunisme qu'il fallait bifurquer du côté de la cybersécurité. Plus tard, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil peut-être par rapport à ce que tu as comme recul aujourd'hui? Oui, après du recul, il y avait des choix qu'il avait faits, effectivement, qui étaient des choix, peut-être avec du recul, effectivement, qui n'étaient pas forcément les meilleurs choix. Donc, là, par exemple, quand je suis arrivé en France, lors de ma première année, j'ai eu donc la possibilité d'intégrer donc l'INSAT Lyon, qui est une grosse entreprise, une grosse école très reconnue, effectivement, qui aurait pu permettre effectivement de sortir avec un diplôme encore qui a beaucoup plus de prestige au sein de l'entreprise. J'ai décliné donc cette possibilité donc d'intégrer INSA Lyon parce que tout simplement il me fallait travailler en même temps pour payer mes études. Donc voilà, c'était chaud. Voilà, donc les parents aussi, on ne pouvait pas donc les embêter encore plus donc par rapport à cela. Donc il fallait bosser pour payer les études. Donc et la fac me semblait être plus adaptée que d'aller dans une prépa intégrée et puis poursuivre en école d'ingénieur.
Ouais, Donc, c'était là-bas, le choix que le boulot, c'est fois 4 fois 5 quoi. Là, t'as presque pas le temps, en fait. S'il fallait qu'à en parler, tu bosses pour pouvoir vivre, là. voilà. Donc, du coup, j'ai fait ce choix-là. En ce moment-là, ça me semblait plus raisonnable. Bon, après coup, effectivement, une fois qu'on est dans le monde de l'entreprise, qu'on voit effectivement les différences salariales entre celui qui est sorti de l'école d'ingénieur et celui qui est sorti de la fac, c'est frustrant. Bon, après, surtout que en réalité, c'est pas forcément celui-là qui a le plus bossé, mais bon, c'est comme ça. Bon, après, Le j'ai pris système. entre guillemets ma revanche, comme il me le disait le responsable de la formation donc, de télécom qui m'avait sollicité pour donner des cours pour un master spécialisé, un bac plus 6 de l'INSA de Lyon. Je lui racontais cette anecdote, il me dit, bah, bébé, tu t'es bien vengé. Donc, tu n'as pas été là, mais tu es revenu en Mais t'es professeur. revenu en tant que professeur, là, ça fait une grosse différence quand même. Donc, voilà, c'était ça. Ça a permis de m'apaiser un peu, mais bon, voilà. Donc, ça, c'était des choix bon. L'autre, peut-être, d'autres conseils, c'était de. Euh, oui, qu'est-ce que je pourrais lui donner d'autre comme conseil? Le choix des études, effectivement, c'était un peu casse-pied de se lancer donc, dans l'informatique alors qu'on se sentait beaucoup plus à l'aise en mathématiques. Ça, c'est vrai que c'était un risque important, mais bon, le challenge, un défi à relever. Après, c'est vrai qu'à un moment donné, tu te sens suffisamment fort et armé pour ça, pour penser pouvoir relever tous les défis. Parfois, c'était pas toujours évident, quoi. Donc, c'était des vies qui étaient très, très, très chargées pendant une période, euh, une tranche d'âge où on a besoin peut-être de prendre un peu plus de recul, de profiter un peu de la vie, etc., etc. On met entre parenthèses tout cela pour avancer dans les études. Bon, c'est pas forcément toujours les... Bon, voilà, je sais pas. Après coup, peut-être qu'il y a une parenthèse de la vie que tu as ratée, quoi. Donc voilà. Mais en tout cas, c'était pour la bonne cause. Et puis, avoir. Là, les auditeurs, ils vont comprendre que ce qui est insinué derrière, c'est que tu n'allais pas en boîte, en fait, que tu étais focus juste dans tes études et boulot, Oui, c'est boulot, ça. boulot. C'était mon boulot et en dehors du boulot, mes études et mon boulot. Donc, mes études d'abord à 90% du temps et puis les 10% restants juste pour pouvoir aller bosser, quoi, payer sa chambre, etc., etc. Et puis, essayer de se contenter du peu et puis de se centrer. Quoi. Donc, au moment où les gens étaient en week-end dans les montagnes, d'autant plus que j'ai fait mes études dans une zone où les gens viennent pour aller faire du ski ou des randonnées, Grenoble, Ouais. Isère. Et j'en ai jamais profité, donc parce que là, au moment où les gens y allaient, moi je bossais quoi. Donc, On voit les résultats aujourd'hui. Malik, est-ce qu'il y a un livre comme ça que tu recommandes souvent, un bouquin que tu offres à Noël, je sais pas. ça dépend de sur quoi on parle. Donc, si on parle de technique, effectivement, TCP/IP sous Linux, donc effectivement, Mhm, il y a un gros bouquin qui est un gros livre de chevet qui aide bien mhm. à comprendre effectivement les concepts de sécurité, de réseau, de système, qui n'est pas mal. Donc, pour les gens qui souhaitent connaître effectivement comment mettre en place un certain nombre de choses. Quand on parle de système de management, effectivement, il y a un livre de Alexandre Tero Fernandez donc, qui a écrit donc, sur le système de management de la sécurité à partir donc, de la norme ISO 27001, qui est un excellent livre donc, dans ce domaine-là. Bon, voilà, ça dépend de quel domaine on parle, en fonction des domaines, effectivement. On peut éviter. On va bien entendu inscrire ces deux bouquins dans la description de l'épisode pour les plus curieux. Euh, Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur, Malik? C'est une question sensible qui pose souvent en interview chez Facebook. Si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Ah, bonne question. Je serais parti de chez moi depuis très longtemps, ça c'est clair. J'aurais arrêté mon activité salariale depuis très très longtemps. J'ai hésité longtemps. J'ai traîné gardé les deux activités donc en parallèle pendant 7 ans. Je pense qu'après tout aujourd'hui, j'aurais dû le faire peut-être après 2, 3 ans donc d'expérience avec mon activité. Ça c'est clair que Donc, en fait, tu fais déjà ce que tu ferais si tu n'avais pas peur. Parce que c'est un petit peu la réponse que j'avais eue de Douglas lorsque j'ai posé la question pendant l'interview. Il m'a dit, mais Guy, mais, je fais déjà ce que je ferais si je n'avais pas peur. exactement, La c'est question ça. n'a pas lieu. Moi, on ne s'est pas concerté, mais je l'aurais fait moi plus tôt. C'est plutôt ça que ma réponse est je l'aurais fait plus tôt. Donc, je ferai ce que je fais aujourd'hui, mais je l'aurais fait beaucoup plus tôt que voilà. Au lieu de cumuler les deux activités pendant aussi longtemps, donc j'aurais dû
peut-être me lancer beaucoup plus tôt pour être beaucoup plus efficace. D'accord. Où est-ce qu'on peut envoyer les gens qui veulent en savoir plus sur ton travail, sur ce que tu fais? Ce qui est clair, on va déjà inscrire le site de Polaris et l'adresse mail que tu as mentionné plus haut. Est-ce que les gens peuvent t'écrire sur LinkedIn? Je sais pas, tu as d'autres canaux sur lesquels euh, Absolument, absolument. Bon, je suis présent sur LinkedIn, je suis présent sur tous les réseaux sociaux. Hein. mhm. LinkedIn, je suis aussi sur Twitter, je suis sur Facebook, donc n'hésitez pas si les gens le D'accord. souhaitent. Euh, Je vais mettre tous les liens correspondants dans la description et les différents canaux, les différents réseaux. Malik, j'ai une dernière chose pour toi. Si tu as écouté un petit peu les autres épisodes dans mon podcast, en fait, j'offre des bouquins à mes invités. Et pour toi, ce que j'ai choisi, c'est un bouquin de Sébastien, de Guillaume Declercq et Baudine, qui présente en fait les secrets de productivité de 300 start-upers qui cartonnent. Le bouquin s'appelle La 25e heure. Je pense que tu vas l'adorer et que ça pourrait avoir un impact sur les équipes futuristes que tu vas être en train de monter dans les différents pays d'Afrique en termes de management. Quoi. Ok, merci beaucoup, c'est très gentil. Ben, ça, Mm. c'est une belle surprise. Hein. Merci beaucoup. Donc, je l'accueillerai avec plaisir et je prendrai connaissance donc, de ces conseils. Merci à toi, Malik, pour ton temps, pour ce beau partage. On a beaucoup appris, moi et les auditeurs. Et j'espère qu'on pourra peut-être, pourquoi pas, se faire un follow-up d'ici quelques mois pour voir un petit peu où est-ce que Polaris en est. Ce sera avec plaisir, en tout cas. Top. Salut. Merci pour tout.